Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal local. Voici le sommaire en ce 22 octobre 2014. La fascinante et terrifiante histoire du nucléaire militaire. Jacques Villain, habitant de Voisins-le-Bretonneux, est l'auteur du livre noir du nucléaire militaire aux éditions Fayard, ingénieur. Et après une carrière dans la défense et l'industrie spatiale, il sera en plateau ce soir. Le Secours populaire des Yvelines va devoir fermer son antenne des Clés-sous-Bois pour raisons sanitaires. Explication, réaction aussi à ce départ 20 ans après les premières distributions alimentaires. Une balade en forêt pour calculer la taille d'un arbre ou la surface d'une parcelle. L'ONF vient de tenir un atelier pour amener les enfants en douceur aux mathématiques. La polémique du jour, elle est signée du nouveau député des Yvelines, Benoît Hamon. L'ancien ministre, après s'être abstenu sur le vote du budget, a déclaré ce matin sur RFI que la ligne suivie par l'exécutif menaçait la République. Avant d'ajouter, c'est la préparation d'un immense désastre démocratique pour 2017. Celui qui a quitté le gouvernement fin août a ensuite été repris par le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Mais Benoît Hamon prévient, il ne quittera pas le PS. Benoît Hamon qui sera l'invité du prochain 7-8 politique. Je recevrai l'ancien ministre frondeur dorénavant mardi dès 18h30. Le Secours populaire français ne sera donc plus présent aux Clés-sous-Bois dans les prochains jours. Après plus de 20 ans de présence, l'antenne locale doit fermer. Les explications avec ce reportage de Claire Cambier et de William L. À la fin du mois, cette antenne du Secours populaire français fermera ses portes. Aux Clés-sous-Bois, l'association était présente depuis une vingtaine d'années. La mairie leur avait cédé ce local pour faciliter les distributions alimentaires et de première nécessité aux Clésiens dans le besoin. Mais ce local, partagé avec un autre organisme, est aujourd'hui trop vétuste et ne répond plus aux normes d'hygiène et de sécurité. Il ferme au 31 octobre et pendant une semaine, en fait, pour faciliter le déstockage, on invite les habitants des Clés qui bénéficiaient de l'aide du Secours populaire à venir tout au long de la semaine pour avoir un petit peu plus d'aide alimentaire que ce qu'il y avait d'habitude pour que les stocks soient au plus bas pour ce qu'il va falloir rendre les locaux. Du 24 octobre au 1er novembre, les bénévoles distribueront également des vêtements, affaires scolaires ou encore vaisselle. La mairie n'a pas trouvé de solution alternative à proposer. De son côté, le Secours populaire n'a pas les fonds pour financer un local par ses propres moyens. Un coup dur pour les quelques 70 familles soutenues par l'antenne. Dans l'actualité également, 2 parkings souterrains situés à Montigny-le-Bretonneux et à Guyancourt ont été visités la nuit dernière. Bilan, 22 véhicules ont été dégradés. Ce n'est pas la première fois que ce phénomène survient. Anthony Reich. C'est probablement derrière cette porte que les vandales ont agi dans la nuit de mardi à mercredi. 6 véhicules ont été dégradés dans un parking souterrain situé rue Sully à Montigny-le-Bretonneux. La totalité des voitures a été fouillée et vidée par les auteurs des faits. Le même scénario s'est également produit à quelques centaines de mètres de là, dans la ville voisine de Guyancourt. Dans cet autre parking, pas moins de 16 véhicules stationnés ont été dégradés et également fouillés au 39-41 du boulevard Vauban. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois cette année que les parkings souterrains de cette rue sont la cible de dégradation. Les faits ont été constatés ce matin vers 5 heures. Selon les premiers éléments recueillis, il pourrait s'agir de la même équipe de roulotiers. Une enquête a été ouverte par les services de police. Bientôt une zone d'aménagement concertée sur le secteur Bouba-Louise Michel à Trappes. C'est une décision de l'établissement public Paris-Saclay. Le site de 21 hectares appartenant en grande partie à la SNCF doit devenir un pôle de développement majeur avec la création de logements, d'activités économiques et d'équipements, une réunion publique, un atelier également pour recueillir les propositions des riverains, habitants et salariés vont être prochainement annoncées. Invité de ce 22 octobre. À présent, Jacques Villain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, historien, vous avez fait votre carrière au ministère de la Défense dans l'industrie spatiale. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'espace. Mais ce soir, je vous reçois pour parler de cet ouvrage, le livre noir du nucléaire militaire, qui est disponible depuis quelques semaines aux éditions Fayard. Un livre pour raconter 70 ans d'une histoire mondiale, pour dévoiler aussi des secrets et puis pour nous placer tous face à nos responsabilités. Vous partez d'un constat, dans l'opinion publique, Fukushima, Tchernobyl, 2 catastrophes du nucléaire civil, cette fois-ci, qui ont complètement occulté l'histoire du nucléaire militaire. On a oublié cette réalité-là aussi. Vous avez tout à fait raison. On a présent en tête Fukushima et Tchernobyl,
mais c'est ce que j'appelle la partie émergée de l'iceberg. Mais en dessous, il y a des catastrophes nucléaires militaires qui sont beaucoup plus importantes et même qui datent de bien avant. Aujourd'hui encore, on paye les conséquences de l'armement nucléaire, notamment avec l'URSS. Vous écrivez, le nucléaire militaire soviétique arrive très largement en tête des statistiques des drames sur toute la période. Et pourtant, il n'existe pas ou très peu de sources. Comment vous avez travaillé pour établir tout ça ? Le livre que vous avez entre les mains, c'est à peu près 5000 sources d'informations. Qu'il a fallu aller chercher. Qu'il a fallu aller chercher aux États-Unis, en France assez peu, mais la Russie s'est ouverte depuis un certain temps. Il y a des sites internet en Russie, donc ça a été effectivement un long travail de plusieurs années de compilation de toutes ces données, et ça aboutit à ça. Effectivement, la synthèse est assez éloquente, si je puis dire. C'est assez effrayant sur les conflits États-Unis-URSS pendant la guerre froide. On se croirait dans un film, et pourtant c'est bien la réalité. Plus d'une fois, l'opinion ne s'est pas doutée qu'on était tout proche d'un conflit nucléaire dans les années 60, par exemple. Ce qui reste en tête, c'est l'affaire de Cuba, en octobre 1962. Certains s'en souviennent probablement. Les Soviétiques implantent des missiles à Cuba pour viser les États-Unis. Et il y a un dialogue de sourds quasiment entre Khrouchtchev et Kennedy, et la tension monte, et on se demande si effectivement, à un moment ou à un autre, il ne va pas y avoir une guerre nucléaire. Mais ce qui se passe sous la mer est encore plus dramatique. C'est-à-dire qu'il y a un sous-marin, et ça on en a très peu parlé, il y a un sous-marin soviétique qui, lui, ne peut pas communiquer avec Moscou, parce qu'à l'époque, les soviétiques avaient des systèmes de communication qui n'étaient pas très développés. Et le règlement de la marine soviétique permettait qu'on tire une torpille nucléaire sur un bateau américain, à condition que les 3 officiers à bord, les plus gradés, soient d'accord. Eh bien, l'un des officiers, un jeune lieutenant, n'a pas été d'accord. Donc, grâce à lui, on a évité le pire. Et ça, c'est quand même une des pages. Sur un détail. Absolument. Sur un détail. C'est effrayant, on l'a bien compris. Il y a la façon aussi, et c'est relaté dans l'ouvrage, dont la course à l'armement s'est déroulée. Des camps de prisonniers en URSS. Terrible, terrible. Pour pouvoir développer le nucléaire. Le nucléaire, le nucléaire militaire en Union soviétique commence pratiquement en même temps qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que en 1942, il y a le programme Manhattan qui va aboutir à la bombe d'Hiroshima, et les Soviétiques, par le réseau d'espionnage, savent que les Américains sont en train de développer une arme tout à fait considérable. Donc Staline va développer une infrastructure nucléaire pour faire ses propres bombes. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va récupérer les anciens prisonniers soviétiques qui ont été faits prisonniers par l'armée allemande en 1941, et ces gens-là, pour lui, c'est des gens qui ont trahi. Donc ils doivent être condamnés à mort. Donc il va les emmener au goulag. Il va y avoir des koulaks qui vont être créés en Sibérie pour pouvoir construire ces infrastructures militaires, nucléaires. Donc ils vont construire les réacteurs nucléaires, les bâtiments, tout ce que vous voulez. Et une fois que ça va être construit, alors là, on est dans l'horreur absolument absolue, c'est que ces gens-là sont bien sûr détenteurs de secrets, puisqu'ils savent où se trouvent les installations nucléaires. Donc ces gens-là, on va en tuer un certain nombre. Et puis ceux qui vont rester, eh bien, on va créer encore un goulag spécial vraiment très très haut en Sibérie, et puis on n'aura plus jamais de traces de tous ces gens-là. Donc le nucléaire militaire en Union soviétique, c'est un désastre complet. Et le nucléaire, pour s'en protéger, c'est l'alcool uniquement qui est utilisé en URSS ? Oui, alors il n'y a pas que dans le nucléaire. On l'a vu encore récemment avec l'affaire des neigeuses à Moscou, avec l'accident de M. de Marjorie. Il y a une consommation de vodka absolument terrible. Et lorsque les Soviétiques vont commencer à recruter les premiers équipages de sous-marins nucléaires en 1955, eh bien, personne ne veut y aller parce qu'on commence à avoir idée qu'il y a des pannes, que c'est quand même pas... c'est pas fiable. En tout c'est cas, pas il y a des fiable, risques, c'est pas fiable. Qu'est-ce que va faire la marine soviétique ? Elle va édicter un règlement comme quoi le meilleur antidote au rayonnement, c'est la vodka. Donc la marine soviétique s'engage à fournir 200 millilitres de vodka par jour aux sous-mariniers. Et à partir de ce moment-là, tout le monde va signer. Et ce sont tous ces petits détails qui font que le livre est très facile à lire. On rentre très facilement dans la lecture malgré l'imposant ouvrage que j'ai entre les mains. Vous vouliez cette lecture aussi facile ? Vous vouliez amener les gens à lire et que ce ne soit pas uniquement des cartes et des chiffres et qu'on comprenne les histoires des hommes derrière. C'est ce que je souhaitais, d'abord parce que c'est une histoire d'hommes. Et puis on est quand même dans un domaine qui n'est pas facilement lisible par celui qui n'est pas au courant. Donc il fallait à tout prix, je dirais, adopter un langage qui soit compréhensible par tout le monde. Donc c'est pas romancé, mais il y a quand même, j'ai pas pris la plume du technicien. J'ai pris la plume du technicien qui s'adresse au lecteur qui n'est pas averti. C'est l'histoire des hommes, l'histoire d'humains derrière, des réalités quelquefois effroyables. Et pourtant, c'est vraiment
vraiment, on insiste, ce qui s'est déroulé sur toute cette période, sur ces 70 ans d'histoire du nucléaire. On parle beaucoup de l'URSS dans cet ouvrage, des États-Unis aussi, forcément. La France dans tout ça? Écoutez, la France a suivi. Et ça, je crois que c'est un point très important à souligner, c'est qu'on a assisté à des accidents, et de nombreux accidents en Union soviétique. Par exemple, en 1957, l'explosion qui a eu lieu d'un dépôt nucléaire a été considérablement plus grave que Tchernobyl, considérablement plus grave. Aux États-Unis, ils ont perdu 5 à 6 bombes atomiques, on ne sait pas où elles sont, au fond des océans, etc. Et nous, en France, nous avons aussi construit une force de dissuasion nucléaire, mais beaucoup moins imposante que celle des deux super grands, et nous n'avons jamais eu d'accident. Ça veut dire que le nucléaire, quand on est obligé de l'utiliser, et dans le cas de la force de dissuasion, dans la production d'électricité aujourd'hui, c'est quand même un point important, on montre qu'on peut le gérer à condition d'adopter des mesures de sécurité, de fonctionnement, de sûreté, etc. Et ça, c'est un point que j'ai voulu souligner dans cet ouvrage. C'est ce que vous avez aussi voulu souligner, je vais vous citer une nouvelle fois, aujourd'hui, 21e siècle, la bombe atomique n'est pas une arme comme les autres, elle vise non pas à faire la guerre, mais à l'éviter. Absolument. On voit bien qu'il y a de plus en plus de pays qui se dotent de l'arme nucléaire, qui font des recherches sur le nucléaire militaire. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les pays sont dans la même optique? C'est de la dissuasion? Non. Pour répondre franchement à votre question, c'est clair que les grandes puissances aujourd'hui ne sont plus dans l'utilisation de l'arme nucléaire sur le champ de bataille. Ils sont dans la dissuasion, c'est-à-dire faire peur pour éviter d'être envahis. Est-ce que c'est la même optique venant de la Corée du Nord? Est-ce que c'est la même optique venant du Pakistan, demain de l'Iran? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Donc c'est là où le danger pour le XXIe siècle se pose. C'est bien de l'utilisation par ces nouveaux arrivants de l'arme atomique, dissuasion ou au contraire utilisation de ce champ de bataille. Il y a deux dangers aujourd'hui autour du nucléaire qu'on voit bien aussi dans l'ouvrage. Il y a le danger avec ces nouvelles puissances qui se dotent de l'arme nucléaire, de l'équipement nucléaire militaire, et puis aussi ce qui reste des équipements qui n'ont pas été sécurisés. Vous l'avez évoqué brièvement, mais il y a des bombes qui ont été perdues, des choses assez surprenantes. Le sous-marin, le K-159, on va citer un autre exemple. Le K-159, c'est de nos jours, c'est en 2003, après la guerre froide. C'est un sous-marin qui est hors d'usage, mais on continue à faire fonctionner les réacteurs à quai. Et puis à un moment, les Russes, on n'est plus chez les Soviétiques, on est chez les Russes, donc il y a très peu de temps, décident effectivement d'envoyer ce sous-marin pour le démanteler. Et une fois encore, si je puis dire, chez les Russes, je ne sais pas si les gens ont pris trop de vodka, mais le sous-marin qui est remorqué va couler. Et là, il y a 9 morts. Et puis, il n'y a pas que celui-là. En décembre 2011, il y a un sous-marin soviétique qui est en cours de réparation et on a laissé les 20 missiles à bord, avec chacun 6 têtes nucléaires. Et on soude, et là, il y a un incendie. Vous voyez, ça n'arriverait jamais en France. Parce qu'il y a des procédures. Là-bas, c'est pas la même chose. Sauf que ça concerne la planète entière. Mais c'est bien ça le problème. Un accident nucléaire en Union soviétique, et on l'a vu avec Tchernobyl, ça ne s'arrête pas à la frontière. Et même avec Fukushima encore, ça fait le tour de la planète. Quel était l'objectif avec cet ouvrage? C'était d'alerter, c'était de dire il faut arrêter maintenant le nucléaire, que ce soit militaire, que ce soit civil? Non, si vous voulez. Vous parlez à quelqu'un qui a vécu sa jeunesse avec la Seconde Guerre mondiale, les Allemands dans sa maison, la maison bombardée le 6 juin 1944. Pour moi, la dissuasion nucléaire, c'est vraiment l'ultime rempart. Donc, tout ça, c'était nécessaire, malgré les accidents, malgré les problèmes de sécurité. La preuve, je vous ai dit qu'en France, on n'a jamais eu ces accidents-là. Alors, les accidents dont on parle là, c'est essentiellement pendant la guerre froide. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup moins. C'est-à-dire que le nucléaire militaire est beaucoup mieux maîtrisé par les États-Unis et par l'Union soviétique. Mais évidemment, vis-à-vis des pays dont on vient de parler, le Pakistan, etc., je ne peux pas avoir la même certitude. Donc, mon opinion est, on a besoin du nucléaire militaire parce qu'on est un petit pays. Je ne sais pas dans 20 ans ou dans 30 ans ce que sera la géopolitique et s'il y a un grand pays qui vaudra du mal au nôtre, mais il faut se garantir quand même notre survie passe par le nucléaire, à mon sens. Mais il faut qu'on ait les garanties que cet armement nucléaire est sûr, fiable, etc. Donc ça passe par les hommes, ça passe par les procédures, ça passe par tout ça. Et tout ça a permis aussi le nucléaire civil, parce que les recherches qui ont été menées dans le militaire ont permis ça a été fait en parallèle. Ça a été fait en parallèle, développer le reste. Et justement, notre question du jour, nous sommes allés vous voir dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. La France sans énergie nucléaire, est-ce souhaitable? Est-ce envisageable? Voici vos réponses. Aujourd'hui non, mais je pense que entre 10 et 20 ans, c'est possible. En tout cas, on n'aura pas le choix. Oui, on pourrait si on fait comme les Allemands. Non, je pense pas. Malheureusement, on est à 80% de
d'énergie nucléaire, donc s'en passer maintenant, ça paraît difficile. Il aurait fallu s'en occuper un peu plus tôt. Maintenant, on a trop mis le doigt dedans. Alors ça va être dur de le sortir. C'est quand même une énergie, heureusement et malheureusement, propre. Et je vois pas comment on pourrait s'en passer. Sinon, il faut faire comme l'Allemagne, c'est retour en arrière, de nouveau au charbon. D'un côté, c'est un peu plus écologique, malgré tous ces polluants. Et l'extraire des mines, c'est pas évident non plus, avec tous les risques humains de sécurité du travail que ça comporte. Donc, je crains qu'on ne puisse pas s'en passer. Qui est un peu l'objet de votre ouvrage sur le nucléaire militaire, mais globalement, il y a une résignation vis-à-vis du nucléaire. On y est, on l'a fait, maintenant, il faut l'accepter. Mais je crois que les personnes que vous avez interviewées expriment vraiment un point de vue tout à fait raisonnable. Il est certain que, et quelqu'un citait l'Allemagne, ils ont abandonné le nucléaire militaire, mais quand on voit ce que donnent les centrales au charbon, alors soit effectivement on est dans un cas où le nucléaire militaire, je dirais les problèmes peuvent venir à long terme, soit on est dans le charbon et les problèmes viennent tout de suite, et c'est l'effet de serre, les gaz carboniques, etc. Donc il n'y a pas de source d'énergie parfaite. Donc, il y a à choisir entre autres entre la peste et le choléra, quoi. C'est un peu ça. Merci Jacques Villain, auteur du livre noir du nucléaire militaire, disponible donc aux éditions Fayard. Et puis pour aller plus loin, il y a aussi un autre ouvrage, La force nucléaire française avec l'aide des États-Unis. C'est aussi votre ouvrage. Merci beaucoup. Tout cela est passionnant, même si, on le redit, c'est effrayant. Merci à vous. Merci à vous. Et puis je rappelle que vous êtes Yvelinois, vous êtes installé à Voisins-le-Bretonneux, loin d'ici. La suite de ce journal, c'est avec un sujet plus rassurant cette fois-ci, c'est l'opération Balle jaune. Depuis 3 ans, la Ligue de tennis des Yvelines récupère par l'intermédiaire des clubs des balles usagées, leur recyclage qui permettra à la création de terrains de sport, comme nous l'explique Anthony Reich. Ce terrain est une vraie bouffée d'air pour ces jeunes. Au départ, ils jouaient sur le parking de l'établissement. Désormais, grâce aux 58 000 balles récoltées dans le cadre de l'opération Balle jaune par les clubs cette année, la Ligue de tennis des Yvelines a permis la création de ce terrain de sport adapté de 200 mètres carrés. Avant, on ne savait pas où elles passaient, les balles passaient à la décharge, vraisemblablement. Or, quand ça ne représente que 10% des balles utilisées, il y a pas mal de choses à voir. Et on est en réflexion pour trouver également d'autres utilisations des balles pour faire d'autres choses que des tapis. Cet établissement, créé il y a 12 ans, s'occupe de 21 jeunes âgés de 14 à 20 ans souffrant de troubles de communication ou de la relation. Désormais, cette IME compte 2 ateliers tennis par semaine, dont un au sein du club des Clés-sous-Bois. Une structure qui a permis à la jeune Anaïs de devenir championne de France de tennis adapté cet été. Pour nous, c'est génial parce que du coup, c'est très valorisant pour les jeunes et c'est très valorisant pour les professionnels. Maintenant, je vais leur mettre la pression. Maintenant, ils sont obligés à un résultat. On est obligé d'avoir un résultat. On a eu un champion de France l'année dernière. L'année prochaine, il faut qu'il y en ait 2. Sinon, il va faire autre chose. Ce terrain est le deuxième seul réalisé dans les Yvelines depuis le lancement de l'opération Balle jaune en 2008. À l'heure actuelle, 10% des balles consommées sont transformées en sol souple ou en tapis sportif. Une exposition pour poursuivre jusqu'au 2 novembre au cœur du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. 4 œuvres éphémères évoquant l'eau sont à découvrir, le résultat d'un appel à projet lancé par 4 agriculteurs, Claire Cambier et William L. pour les images. Installer des œuvres d'art en plein champ, c'est le défi fou qu'ont réalisé Gilles Brusset et Édouard Sor sur le plateau de Limours. Le parc naturel de la vallée de Chevreuse et des agriculteurs du coin souhaitaient valoriser le territoire et révéler l'eau omniprésente, discrète et essentielle pour la culture du sol. À Gomez-la-Ville, on croit à ces miroirs comme des gouttes d'eau qui reflètent la lumière. Comme les miroirs sont orientés de façon à refléter le ciel, on a une équivalence entre l'arrière-plan du ciel qui est à l'horizon et le ciel qui est reflété dans les miroirs. C'est pour ça qu'ils sont tous alignés avec la ligne d'horizon et qu'on a un effet de descente du ciel sur la terre en petites gouttes, d'où le nom de la sculpture, l'eau qui tombe. Alors on peut aller se balader. En s'approchant, la vision de l'œuvre change, jeu de regard et jeu d'optique. Chacun des miroirs est une sorte d'échantillon des couleurs et des lumières du ciel, comme une palette. Ça donne... si vous voyez les miroirs, il y a peut-être 100 miroirs, ça fait 100 nuances de gris. En choisissant un miroir, une fenêtre sur le ciel, on observe un paysage différent et pourtant bien familier. Ces fameux miroirs, il faut les
se les imaginer devant ce beau plateau agricole et puis le reflet qu'ils peuvent amener tout autour. On voulait essayer de, comme on dit, de trouver une coordination entre les ruraux et les citadins. En tout, 4 œuvres ont pris place sur le plateau. Toutes reprennent le miroir comme support, mais le véritable matériau de l'œuvre reste le ciel, le reflet qu'il renvoie. À Boulay-les-Trous, on retrouve l'eau qui court. Ces miroirs suivent les inclinaisons de ce fossé de récupération des eaux usées. C'est pour expliquer quand même le rôle de l'eau avec l'agriculture. Je pense qu'elle s'intéresse beaucoup plus à l'agriculture qu'il y a quelques années. Peut-être, je pense que les personnes sont beaucoup plus sensibilisées dans ce domaine-là. Un rôle pédagogique de sensibilisation qui peut intriguer des habitants. Pour mieux saisir ces œuvres, des visites explicatives et des balades sont organisées jusqu'au 2 novembre. Édouard Sor s'occupe de photographier les œuvres et les ateliers. Il souhaiterait faire vivre ce projet au-delà de ces installations. Sur ces territoires, on voit des champs, on voit du ciel, mais l'eau, on la devine que rarement. D'autant plus que sur le plateau, elle est invisible. Donc un des enjeux a été de rendre cette eau visible. Les œuvres, ils sont pour quelque chose. La carte devra le faire aussi. Et cette carte, c'est la carte du plateau de Limoux. Dans ce livre, des éléments relatifs aux œuvres, des photos du making-of, mais aussi des explications sur l'eau et le plateau et des rencontres avec les agriculteurs et les habitants. De forme carrée, il pourra s'effeuiller pour constituer une carte complète du territoire. Pour le financer, il fait appel aux particuliers via un site participatif, avis aux amateurs. Une balade en forêt à présent pour terminer ce journal. Calculer la taille d'un arbre ou la surface d'une parcelle, un atelier vient d'être proposé par l'ONF afin de sensibiliser les plus jeunes à l'importance des mathématiques. Catherine Zulato sur des images d'Élodie Moine. Et si les mathématiques étaient tout autour de nous? Un atelier pratique organisé ce week-end par l'Office national des forêts à la maison de la Madriade à Trappes. Les apprentis forestiers ont appris à fabriquer des outils comme ceux utilisés quotidiennement par les techniciens de l'ONF. Par exemple, des triangles isocèles qui mettent en application le théorème de Thalès. Le haut du regard sera en haut de l'arbre. Et la distance qui nous séparera de cet arbre-là sera égale à la hauteur de l'arbre. La réalisation de la mesure de la hauteur se fait avec donc un triangle isocèle qu'on met parallèle au sol et on va s'écarter jusqu'à temps que l'œil voie la base de l'arbre et l'œil voit la hauteur de l'arbre en même temps, à travers le triangle. Et après, il suffit de compter la distance qui sépare de l'arbre pour avoir la distance de la hauteur de l'arbre. Démonstration pratique avec Éric Delaporte, un des stagiaires. C'est compliqué de mesurer un arbre? Non, avec les bons instruments qu'on a fabriqués, maintenant c'est simple. Avant c'était compliqué, oui. Mesurer la taille d'un arbre, connaître son âge en pratiquant des carottages dans le tronc, mais également calculer la surface terrière. Pour cela, il vous faut une tige de bois de 15 cm de haut, avec une séparation de 1 cm entre deux clous et une corde de 50 cm. À égale distance, et de faire un cercle et de compter tous les arbres qui vont dépasser mes deux petits clous. Tous ces arbres-là rendront une surface de bois, de volume de bois sur la base. Sur le terrain, tout le monde s'y met. On découvre plein de choses, des outils, tout ça. Quand c'est entre les deux clous, ça, on compte pour 1. Quand c'est pile sur les deux clous, c'est 1,5. Et si c'est plus petit que les deux clous, c'est 0. J'avais déjà appris à mesurer la hauteur d'un arbre juste avec deux baguettes de bois parce qu'on peut le faire comme ça en forêt pour s'amuser. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a fabriqué un outil qui ressemble vraiment à un vrai outil de forestier. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi ces outils. Donc de faire une copie des outils pour pouvoir les utiliser tout de suite en forêt, c'est concret, quoi. Une opération séduction aussi pour les techniciens de l'ONF. La filière bois, ce sont tout de même 450 000 emplois en France. Ce mercredi sur TV Fil, vous avez rendez-vous avec Catherine Zulato pour un nouveau numéro de Kiosque. Le point sur l'actualité culturelle de la semaine. À demain, 18h pour votre journal, une nouvelle fois en direct. Très bonne soirée.